Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, soyez les bienvenus sur La Voix du Djibouti. Ce soir, dans notre émission et du continent, nous allons voir comment la justice djiboutienne est instrumentalisée contre la diaspora djiboutienne. Nous allons voir avec Maître Zakaria Abdullahi, vice-président de FIDH, ainsi que Abdrazak Guedi. Cette émission sera co-animée par le journaliste Kevin Monfils du Média Union. Voici nos invités. Abdrazak Guedi, soyez les bienvenus. Kevin Monfils, soyez les bienvenus. Et Maître Zakaria Abdullahi, soyez les bienvenus. OK. Voilà, parce que donc ma question pour Maître Hmm, Zachary, c'était aussi également quels sont vos recours, où est-ce que vous en êtes, et oui. quel espoir vous avez de faire libérer votre client, comment vous allez vous y Hmm. prendre? Le problème, c'est qu'il faut que je donne quelques précisions par rapport à la défense de Yaroub, qui est franco-djiboutien, qui a été arbitrairement arrêté. Pour le moment, je ne sais pas si j'ai un confrère qui est constitué, parce que moi, je suis en France depuis un moment, et que je connais pas le dossier du tout. Mais la famille a demandé à ce que je me constitue pour lui. Pour le moment, c'est un avocat djiboutien qui devrait participer, qui devrait nous dire, parce que moi, je ne connais pas du tout les dossiers pour le moment, donc je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la détention est arbitraire, parce que c'est le fait qu'il soit franco-djiboutien et le fait qu'il est revenu dans son pays, qu'il a fait cette arrestation, c'est pas quelque chose de nouveau. Ces derniers temps, Djibouti s'est révélé, enfin, le régime djiboutien s'est révélé pour des arrestations arbitraires de binationaux. Donc, et généralement, il faisait l'objet de gardes à vue arbitraires, en fait, de détentions arbitraires et de séquestrations au-delà de 10 jours. Et à la suite de ces détentions arbitraires, ce franco-djiboutien ou franco-belge faisait l'objet d'expulsion. Donc, c'est une première qu'un franco-djiboutien soit arrêté et incarcéré. Voilà, donc, c'est tout ce que je sais D'accord, pour le moment. Mais sinon, si je reviens sur le lien dit entre la France, il n'y a aucun lien historique. Donc voilà, là aussi, d'accord. il faut que. Et Macron, il est de mèche, il est en symbiose avec le président de Djibouti. Donc il n'y a pas de négociation, c'est pour une manière encore de nous berner. Oui, il voyage, qu'il voyage ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire le régime français soutient, et un soutien sans faille pour la dictature djiboutienne. C'est ça qu'il faut noter. Hmm. Maître Zakaria, vous avez évoqué le fait que ce n'est pas la première fois qu'un binational Mhm. a été arrêté à Ah. Djibouti, mais comme vous avez aussi dit, jusqu'à présent, ces binationaux étaient refoulés après 7 jours, après que l'on subit un certain nombre de traitements, Mhm. certains qualifient inhumains. On les refoulait, on les renvoyait Mhm. dans leur pays, dans leur autre pays. Mais là, c'est une première. Qu'est-ce qui a changé? Oui, certainement, certainement, c'est-à-dire, c'est une manière de dire aussi, oui, vous pouvez faire l'objet d'une détention arbitraire suivie d'incarcération au sinistre prison de Gabon. Mais il faut noter une chose, c'est que les deux personnes qui ont été expulsées avant Yargoub, ils n'avaient pas la Trois, nationalité française. Ils trois. étaient Trois étaient. trois, voilà. Est-ce, Voilà, est-ce que c'est... ils avaient la nationalité belge. Oui. Est-ce que c'est pour Et vous? c'est Est-ce le que fait ça qu'il doit soit être- français peut-être qui pose problème. Voilà. Maître Zeki, est-ce que c'est pas aussi le gouvernement des pays, les réactions qui est différent? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la Belgique a fait des démarches auprès du gouvernement djiboutien pour que ces binationaux belges euh, puissent être Hmm. envoyés dans leur pays? Oui, moi je crois que la Belgique réagit beaucoup plus rapidement, la presse belge réagit par rapport à ces arrestations et expulsions. Par contre, la France, même si tu es franco-djiboutien, la France ne réagit pas pour ne pas porter de tort au dictateur djiboutien. C'est simple, hein. Donc, c'est pour cela que peut-être aussi, c'est une manière de montrer de toute façon qu'il soit français ou pas, bah, il n'est pas protégé. Et donc, voilà, c'est ce qui change, quoi.
Alors, moi, je pense qu'il y a aussi une nouvelle chose à laquelle il faut prendre en considération. Le fait qu'il soit français aujourd'hui Hum, permettrait également à Yacoub de son retour ici, parce que la loi française, elle permet à un Français qui a fait l'objet donc d'arrestations arbitraires, de détentions arbitraires, de tortures, de pouvoir hum, euh, hum, poursuivre ces personnes-là devant le juge français. C'est là aujourd'hui est fort possible, ce qui n'était pas du tout le cas pour les Belges qui étaient arrêtés. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en considération, Zakaria. oui, 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 Il est absolument. vrai, il est vrai que je reste sur ma fin, en ce qui me concerne aussi par rapport à nos représentations à Djibouti. La réaction, pour moi, elle n'est pas à la hauteur vraiment de ce qu'elle devait l'être. Et je pense que Mhm, Zakaria, vous pouvez en témoigner. Il y a quelque temps, il y a oui, cette année, avant que mhm, le maître des AF, qui est également vice-président de la Fédération internationale des Djibouti, qui était avec vous à Djibouti pour une mission, mhm, il a été expulsé des Djibouti. Et, et mhm. dans ce cadre-là, vous avez eu l'occasion de rencontrer la représentante de notre pays à Djibouti, et vous pouvez nous en dire un mot si c'est là, vous... euh, Justement, je voulais ajouter une question pour Maître Zakaria. Tout à Mhm. l'heure, il avait dit que la France, en tout cas le gouvernement Macron, est en symbiose avec le gouvernement ou les agissements du gouvernement djiboutien. Qu'est-ce qui vous fait dire que le gouvernement français, en particulier le gouvernement de M. Macron, est en symbiose avec le gouvernement djiboutien? Quels sont les éléments qui vous amènent à cette conclusion? Oui, bah, on n'a même pas besoin d'éléments. C'est une réalité qui est criante. Ça saute aux yeux que Djibouti n'a jamais eu de problème avec la puissance française. C'est que si le président djiboutien, s'il est au pouvoir, c'est avec la bénédiction de la France. Donc cette bénédiction, elle est toujours là. Puis oui, mais je m'excuse d'utiliser un terme religieux, mais c'est ça. Cette symbiose, elle n'a jamais malgré ce qui est dit deux fois par la presse, ou que deux fois Djibouti a fait des agissements, parce que la France ne contrôle pas toute la presse du pays, lorsque certaines presses françaises prennent un peu de liberté par rapport à l'Élysée, oui, Djibouti réagit de façon violente. Mais en réalité, en ce qui concerne le gouvernement français, oui, mais il est maître, en symbiose. il Maître y a aussi Zakaria, des procédures, il y a des procédures qui sont engagées aussi contre, voilà, contre la famille du Maître Zakaria, président. Enfin, Abdelrazak, je vais venir vers toi. Maître Zakaria, dans le hum, cadre, comme disait Abdelrazak tout à l'heure, dans le cadre de l'enquête, ou en tout cas qui avait initié, pour savoir le droit de l'homme à Djibouti, qui avait initié les FIDH, Maître Alexis Dessoif était venu à hum, Djibouti et hum. toi-même, Maître Zakaria, vous êtes également vice-président Oui. des FIDH. Et dans ce cadre-là, vous avez même rencontré la représentante, en tout cas l'ambassadrice française à Djibouti. Mm, Et quels sont les éléments mm. qui vous amènent aujourd'hui à cette conclusion et qui vous ont été donnés en ce moment de cette rencontre avec Bah, l'ambassadrice française? avec oui, la représentante diplomatique française à Djibouti, oui, oui, j'étais avec Maître Dessaïef, qui, au bout de moins de 24 heures après, fera l'objet d'une expulsion honteuse. Le problème, c'est que bon, pour la représentante de Djibouti, de la France à Djibouti, pour elle, Djibouti, c'est un pays démocratique, qu'il y a une Elle vous a stabilité, il y vraiment a la tenu sécurité. ces paroles, Bien l'ambassadrice, sûr. que Bien Djibouti est sûr un qu'elle pays dit que, démocratique? bien sûr que c'est un pays démocratique et en plus c'est un pays stable, il y a la sécurité. Donc c'est en grosso modo ce qu'elle a dit. Vous pouvez, peut-être il vous dira un peu plus, Maître Dessaïef, mais oui, Oui. donc ça montre quand même la politique française et face à Djibouti. Oui, mais D'accord. n'empêche que nous on est aussi, en tant qu'association de droits humains, nous avons aussi l'obligation et la possibilité de rappeler aussi à nos autorités françaises qu'il y a une protection, donc il y a une obligation de protéger aussi les ressortissants Bah français oui, qui vivent oui, à l'étranger s'il y a des Justement, mesures.
Abdelrazak, Tu vois, le c'est droit plutôt en nous, on France. agit dans ces sens-là, tu vois. Mhm. Notre président aujourd'hui, il se rend à Djibouti, on lui rappelle ses obligations. Donc, c'est à lui aussi, en tant que président de la Mhm. France, France qui est un pays de droits de l'homme. J'entends hein, toutes vos réserves, maître Zakaria, hein, j'entends tout ça Mhm. et pour beaucoup, je le partage et je suis très déçu aussi de la manière aujourd'hui où les droits humains sont considérés. J'ai réécouté par rapport à la question que M. Monfils nous posait lors de la dernière visite de M. Macron. Je vous enverrai Mhm. hein, le communiqué de presse, hein, Mhm. Kevin. Vous allez Oui, voir. Mhm. Donc, ils ont parlé que de l'économie, de la présence donc de la France à Ouais. Djibouti, Oui. de Chinois qui ont endetté Djibouti. Voilà, la question des droits de l'homme n'a jamais été évoquée. Et Mhm. c'est peut-être aujourd'hui, là aussi, on doit rappeler sa responsabilité à notre président Macron que, voilà, quand il y a un ressortissant français qui est détenu, que ses droits n'ont pas été respectés, violés, tout ce qui s'ensuit. Certainement, si je me fie au témoignage des trois autres Djiboutiens que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je peux avoir aujourd'hui une crainte aussi des traitements qu'a subi aussi notre compatriote. Voilà, plutôt mon objectif, il est à ces niveaux-là, de rappeler Oui. l'obligation qu'ont ces autorités françaises de défendre aussi un binational qui a Djibouti, au même titre qu'on défend aujourd'hui un compatriote franco-algérien qui est détenu en Algérie. Donc, vous voyez, moi, je suis Mhm. plutôt sur ce terrain-là. oui, Oui. Abdelrazak, je laisserai la parole à Kevin qui anime cette émission avec moi. Abdelrazak, vous avez dit que vous avez rencontré les autres Djiboutiens, les Belges, euh, Mm, mm, qui ont été refoulés de Djibouti. Euh, mm, Vous êtes une association de droits des Djiboutiens en Europe et qui défend les droits des Djiboutiens en Europe, mais aussi dans les pays. Euh, mm. quels sont quels sont les moyens que vous avez aujourd'hui pour agir contre ce genre d'arrestation que le maître Zekaria avait, on va nommer arbitraire? Quels sont les moyens que vous avez pour agir? Nous utilisons tous les outils que nous donne le droit de notre pays. Donc, nous sommes installés en France, on est dans un pays d'état de droit nous sommes en sécurité. Les outils que nous mettons en place, c'est déjà d'une part sensibiliser les Djiboutiens sur leurs droits, informer, soutenir, accompagner. Et nous avons donc pu échanger avec des avocats parisiens. Nous travaillons avec ces avocats parisiens pour que de plaintes puissent être déposées, pour que le parquet parisien puisse être saisi quand il y a des actes de cette nature. Et donc, on attend le retour des Yaro. Pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'il a subi. On attend et de son retour, s'il souhaite, notre association accompagnera comme elle a accompagné, comme elle a sensibilisé nos compatriotes belgo-djiboutiens. Donc là, plutôt, c'est les droits belges qui devaient prendre le relais. Ils ont un avocat en Belgique qui est maître des AF, vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, mais également président de la Ligue belge de droits de l'homme. Ouais, Voilà, ex-président. Non, ex-président, ex-président. ok, ok, Mhm. ex-président de la Ligue. De la Ligue. De la Ligue voilà, nous nous sensibilisons, nous informons, nous accompagnons et nous pouvons épauler dans le cadre des procédures pénales qui sont engagées contre les tortionnaires. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que la seule chose qui puisse aider les Djiboutiens qui ont fait l'objet de torture, c'est de déposer plainte et que ces tortionnaires ne restent pas impunis. C'est contre l'impunité aujourd'hui que nous mettons vraiment tout notre poids et nos actions. On met là-dessus. Je laisse la Moi, parole je à veux dire, Maître oui. Kevin. Oui. Juste avant qu'il Ah, intervienne, Kevin, est-ce que je peux ajouter juste euh, oui, Maître quelques... Oui, c'est juste avant qu'il ne prenne, Kevin, la parole, c'est juste pour dire aussi, il faut savoir aussi que lorsque, par exemple, un chef d'État européen, lorsqu'il entreprend de voyages pour la Chine, ouais, on essaye de parler un peu directement de droits humains. Lorsqu'on va chez Poutine, on parle un peu de droits humains.
Les Mais médias lorsque, français l'interrogent déjà sur ça. voilà. Et je t'assure, moi, depuis que j'existe, depuis qu'il y a une relation entre la France et Djibouti, à chaque fois qu'il y avait un chef d'État français ou un chef de gouvernement, un ministre venait à Djibouti, il ne posait jamais de questions de respect des droits humains et de conventions de droits de l'homme, y compris la déclaration de sauvegarde et autres. C'est pour vous dire que c'est une constante. La France n'a jamais soulevé pour ne pas fâcher un dictateur, ne soulève pas. C'est ça. Et ça continue toujours. Donc Macron ne parlera jamais qu'à Djibouti. Il y a des détentions arbitraires. Il y a des prisons qui sont pleines de personnes qui n'ont pas fait l'objet d'un procès équitable et qui ont été condamnées arbitrairement. Tout ça, c'est pour cela que généralement, j'y pense même pas à faire intervenir. Je sais que c'est une constante française de ne pas bousculer le régime autoritaire. Bon, peut-être comme il est en fin de mandat, il faudrait peut-être faire Il n'est pas en cette fin de fois. mandat, il lui reste 3 ans, quand même. Oui. Du Allez-y, coup, allez-y, du Kevin, je coup, suis désolé, allez-y. oui, du coup, Maître Zakaria, comment vous comptez vous y prendre pour défendre Yacoub et quel espoir vous avez pour lui? À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer? Comment ça va se passer? Comment vous voyez un petit peu les choses pour sa défense et pour son avenir? Ça va très difficile parce que c'est un coup de poker. C'est-à-dire, non, nous sommes de faire valoir. C'est-à-dire, l'État de Djibouti va se targuer en disant, oui, il a bénéficié de la défense d'un avocat. Or, cette défense ne sert quasiment à rien, sinon pour montrer à l'opinion internationale qu'il y a une personne qui fait l'objet d'une arrestation et détention arbitraire dans des conditions inhumaines. Mais généralement, c'est toujours au bon vouloir du régime de lâcher ou de garder une personne. Voilà. C'est ça aussi, la réalité. D'accord. D'accord. Maître Zakaria, vous avez évoqué tout à l'heure qu'il y avait d'autres prisonniers qui sont, qui pullulent, on va dire, dans les prisons. Ouais, ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et est-ce que vous avez des dossiers en cours sur ces prisonniers qui ne devraient pas être des prisonniers? Oui, par exemple, l'exemple est assez frappant de détention arbitraire et surtout d'un procès inéquitable. C'était Fouad, le lieutenant Fouad, qui est bientôt, ça fait 5 ans qu'il est en détention, enfin qu'il est détenu arbitrairement à la de conditions douteuses et graves à 10 ans d'emprisonnement, de réclusion criminelle de 10 ans. J'ai fait un recours devant la Cour suprême. C'est-à-dire qu'il a été condamné au mois de novembre 2000, je pense 2020, fait un recours contre la décision de la Cour criminelle de Djibouti. Jusqu'à présent, je n'ai aucune réponse. Ce qui est irrespectueux, c'est-à-dire le délai raisonnable, est largement dépassé. Ça fait 5 ans qu'on attend quand même qu'on ait une décision de la Cour de cassation de Djibouti. Pour vous Et, d'ac- dire, voilà. ouais. Et je rajoute pour Kevin, la commission, je pense, si je ne me trompe pas, maître, la commission des droits de l'homme a fortement condamné Le- Djibouti sur le non-respect de délais raisonnables dans lesquels donc, les décisions doivent être rendues, en fait, hein. C'est ça aussi qu'il faut rappeler. Absolument. En 2021, le Djibouti, le comité de droits de l'homme à notre demande, à la suite de la dissolution du parti MRD, et que Djibouti a accepté être un État parti, a conclu, oui, on a échangé des écritures. Djibouti a perdu, a été condamné à revenir sur la décision de dissolution. Et surtout, on constatait que c'était une affaire qui datait de 2008 et que c'est en 2017 qu'on a pu saisir le comité de droits de l'homme à Genève parce qu'on n'avait pas la décision, comme d'habitude, de la Cour de cassation qui a mis de 2008 à 2017 pour nous donner l'arrêt de cette Cour. Mais ici, enfin, ça en dit Euh, long quand même de à comment les votre choses se passent. avis, Maître Zakaria, pourquoi les délais sont aussi longs? C'est une volonté C'est du parce que c'est... gouvernement djiboutien ou c'est un manque de moyens? Non, 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 pas du tout. C'est pas un manque de moyens. On rend une décision, on donne l'écrit. C'est simple, il n'y a pas de manque de moyens. Lorsqu'ils jugent et qu'ils vont condamner quelqu'un à 15 ans, ils ont les moyens et lorsqu'il faut rédiger
la décision, ils n'ont pas de moyens. Non, non, c'est pas vrai. Donc, c'est une volonté politique de tout bloquer. Éviter qu'il y ait des recours au niveau international. Donc, en conclusion, en fait, Djibouti, malgré toutes les conventions internationales signées, malgré la constitution djiboutienne, malgré le code pénal, le code de procédure pénale, en fait, les autorités djiboutiennes s'affranchissent, en fait, de ces outils, de ces éléments juridiques. Et aujourd'hui, on a affaire à une direction de la sécurité donc, djiboutienne, je ne parle même pas de magistrats, hein, de la direction qui aujourd'hui est hors sol, hors loi, en fait. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Et on a aussi des magistrats aujourd'hui qui sont malheureusement utilisés, qui sont des outils de la répression, en fait. Hein. C'est ça aussi qui est fort dommage et malheureusement à souligner aussi, Ahmed Zakaria. C'est absolument le cas parce qu'il faut savoir qu'il y a une confusion de pouvoir à Djibouti. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. C'est le président de la République qui est tout. Il est l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est simple. Ouais. J'aurais une dernière question, peut-être, Maître Zakaria. Si vous avez la possibilité de rencontrer Monsieur Macron, qu'est-ce que vous lui diriez face à face? Comment vous l'interpelleriez sur ce sujet, si vous aviez la possibilité de le rencontrer là, dans les prochains jours? Qu'est-ce Oui, que vous lui dites? ce qui est quasi, c'est une hypothèse d'école. Mais oui, j'allais lui dire quand même, il faut dire quand même à ces régimes que vous soutenez qu'ils respectent quand même le minimum de droits humains à Djibouti. Et il le sait très bien parce que la France est depuis très longtemps installée. Il y a l'armée française, il y a la prévôté, c'est-à-dire les gendarmes français. Ils forment aussi la police politique, ils forment les militaires. Donc, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Ils savent très bien les arrestations arbitraires à Djibouti contre le peuple de Djibouti. Donc, oui, on dirait, mais quand même, arrêter le Le deux poids, des soutien. mesures. Certains pays dénoncés pour dire que ces pays ne respectent pas le droit de l'homme. Par contre, Djibouti, on ne dit rien. Silence radio. Donc, c'est ça que je lui dirais. D'accord. Vous ne le verrez pas lors de sa visite, là? Je suis en France, non, je ne le verrai pas. Oui. Mm. Ouais, je suis en France. Ouais. Et je n'aurai pas le moyen de le voir. Mm. Ok. Mais à travers vous, certainement que nous, on fera parvenir à qui de droit à ces observations, hein, Kevin, pour qu'ils sachent ce que nous pensons, c'est que les Djiboutiens, c'est que les Français djiboutiens pensent réellement de la situation à Djibouti et le fait que nous demandons, comme précise hein, les conventions auxquelles notre parti, la France, fait partie également, qu'ils ont l'obligation morale de défendre aussi le droit humain, en fait, hein, et de faire valoir, de rappeler à ces régimes djiboutiens qu'ils doivent Oui. respecter au minimum le droit humain. Il y a un seul, j'ai oublié de vous dire qu'il y a un seul chef de gouvernement, enfin, Premier ministre français au gouvernement djiboutien. Il n'était pas en odeur de s'entêter avec, c'était Lionel Jospin, en 97. Et qu'elle a dit il faut que la France tienne compte de l'évolution et du respect des droits de l'homme par rapport à l'aide portée à ces pays-là, y compris Djibouti. Il a été le seul à dire, sauf qu'après, il s'est arrêté, même s'il restait 5 ans Premier ministre. Mais il a au moins eu le courage de dire non, il faut arrêter. Nous arrivons presque au terme de notre émission. Juste un point, deux mots à Maître Zakaria et deux mots à Abdelazar Guedi. Vous nous avez procé un tableau où la France et Djibouti, en tout cas, il y a un manque évident de droits de l'homme à Djibouti. On a de l'autre côté l'impression que le gouvernement djiboutien aujourd'hui travaille aussi sur la diaspora, sur cette diaspora qu'il est en train de mettre en prison lorsqu'elle rentre à Djibouti. Il y a une volonté aussi de l'autre côté du gouvernement djiboutien de s'occuper de cette diaspora et à travers les organisations comme l'OMI, on a l'impression que le gouvernement djiboutien met en place des structures qui chapeautent un petit peu la diaspora djiboutienne en Europe et dans le monde. Qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce point, Maître Zakaria, et ensuite Abdelazar Guedi? Allô? Oui, Oui.
Oui, Maître Mais, Karim. lorsqu'on parle de la diaspora djiboutienne, quand même, qui a suivi la misère de Djibouti, et qu'aujourd'hui on essaye de les amadouer, ça n'a aucun sens. Donc c'est une pièce de théâtre pour les besoins de la cause par le régime qui est à l'agonie. Donc cette agonie le pousse à dire des choses qui sont contradictoires. Donc ça n'a aucun sens. C'est une manière de se focaliser sur la. Il n'y a pas une diaspora djiboutienne organisée. Ceux qui sont organisés, on l'essaye. Et les autres, ils ont fui la misère et la dictature. Donc on peut pas aussi aujourd'hui dire qu'on va voilà, tenir compte de ce comme si. Non, non, non. Ils sont en train de se battre en Europe, en Amérique et ailleurs pour pouvoir survivre. Donc, ceux qui essayent de tirer les ficelles, c'est ceux qui sont bien grassement payés par le travail des Djiboutiens, Djibouti, de hauts fonctionnaires, des ministres qui essayent de tirer des ficelles en disant oui, oui, à la diaspora. Non, ça n'a aucun sens. C'est une manière d'amuser le peuple. Ok. Abdelrazak, sur ce point. Sur ce point, deux petites choses très rapides. En fait, nous, on n'accorde pas beaucoup d'importance à ces mouvements qui est aujourd'hui dirigé par un neveu du président de la République qui vient en Suède, un petit peu, je ne pense pas qu'il ait pu arriver en Belgique, mais qui aussi prétend aller au Canada. Donc c'est un mouvement qui consisterait aujourd'hui à faire les poches plutôt de la diaspora djiboutienne installée en Occident. Et il m'a même donné de savoir qu'en Suède, à Stockholm, ils ont demandé 50 dollars par famille pour leur faire des cartes qui leur Hmm. permettraient réellement d'accéder aux différents ministres djiboutiens quand ils vont rentrer à Djibouti. Donc, il faut faire très attention, sachant que la France, aujourd'hui, au mois de juillet, a fait voter une loi qui permettrait de réguler, de contrôler les ingérences aussi des puissances étrangères sur le territoire national. Et nous restons très vigilants là-dessus. Et nous ne manquerons pas de signaler à nos autorités si nous voyons qu'il y a des associations de malfaiteurs qui viennent ici racketter, poser des problèmes à nos ressortissants qui ont fui, comme vous avez dit, la misère, qui ont fui la dictature et qui ont trouvé aujourd'hui la sécurité ici en France ou en Suède. Merci. Euh, Kevin, un dernier mot et on clôture notre émission sur ça. Un dernier mot, si vous. Bah écoutez, oui, c'est euh, par rapport à, oui, à la Ligue des droits de l'homme à Djibouti, peut-être. Je veux savoir peut-être ce que vous pouvez dire un mot sur la structuration, Maître Zakaria, de l'association dans le pays. Combien de membres elle compte et puis quelles sont ses relations avec les autres antennes à l'étranger, bon, hormis la France. Euh, euh, Alors, j'avais deux dernières questions. Je veux savoir, est-ce que vous pourriez, Maître Zakaria, décrire en fait la Ligue des droits de l'homme à Djibouti, combien de membres il y a et quelle relation vous avez en fait avec les autres antennes de la Ligue soutient et protège le régime de Djibouti? oui, ouais. Tout honnêtement, les militants de la LDDH, il faut savoir aussi que notre ligue est quasi interdite par Djibouti parce que toute association de droits humains ou pas, s'il n'est pas agréé par le système, on n'a aucune existence légale, on n'a pas un local, on travaille quasiment dans des conditions extrêmement difficiles. On a beaucoup de militants qui sont aussi des militants des partis, mais en même temps qui se battent. Beaucoup sont partis à l'exil. Et donc, nous, on ne peut pas faire de formation, on ne peut pas obtenir des subventions à travers le monde, on n'a pas de compte bancaire. Donc, on essaye d'exister de façon quand même assez spécifique, spéciale, quoi. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup à l'étranger. Moi-même, je suis vice-président de la FIDH, de la Fédération française, la Fédération internationale des droits humains à Paris. Mais en même temps, donc, on a ce soutien-là. Donc, on essaie de travailler comme avec l'association de Guédi aussi. Mais sinon, là-bas, chercher à avoir une existence légale au sens propre du terme à Djibouti n'a aucun sens. Sinon, il faut être affilié au parti État qui a ruiné les pays depuis 1977. Donc, à peu près, voilà. Et la deuxième question? Oui, pourquoi la France, selon vous, soutient le régime de Djibouti si elle connaît en fait les abus du régime, les exactions, les abus Mais du parce que, régime?
Oui, oui, d'accord, très bien. Mais la France, comme d'habitude, Djibouti, c'est un précaré. La France a des intérêts. Donc, ces intérêts le poussent à ne rien dénoncer. Donc, tant que la France n'est pas attaquée, comme font les pays sahéliens, le Mali, bientôt le Sénégal, le Tchad et autres, le Niger, non, la France essaye de garder encore une fois, parce que les deux symboles restants de la France-Afrique, c'est le Sénégal et Djibouti. Le D'accord. Sénégal risque de s'émanciper. Par contre, Djibouti, c'est pas certain. Donc, raison de plus que Macron ne puisse pas dénoncer les exactions, l'arbitraire du régime. La France veut garder des intérêts diplomatiques et économiques. Absolument. D'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Merci Kevin, merci Abdelrazak Guedi. Un dernier mot, Abdelrazak Guedi, avant de clôturer l'émission sur ça. Merci beaucoup, en tout cas, Mahmoud, de ton effort, malgré tous les problèmes techniques que tu as eus. Je te remercie encore de ta disponibilité. Je regrette un petit peu que l'avocat de Yacoub, pour qui donc on avait beau espoir qu'il puisse un petit peu nous en dire un peu plus sur la situation de Yacoub, ça n'a pas pu se faire. Moi, je ne reste pas sur le fait que oui, la France, elle a des intérêts, j'entends très bien, et cela est fort défendable, mais la France aujourd'hui, elle a aussi affaire peut-être à la dernière génération qui a fait des études donc, en France, qui est capable encore de tisser des liens avec la France, et la France gagnerait beaucoup plus aujourd'hui, nos autorités gagneraient beaucoup plus si réellement ils soutenaient les démocrates djiboutiens qui se battent contre cette dictature. Parce que c'est quelque chose qui pourrait demain lui revenir en plein figure et c'est quelque chose Si, qui va ouais. être beaucoup reproché à la France de ne pas avoir été aux côtés des démocrates. Comme ça a été en Tunisie, en fait, hein. On a aujourd'hui à Djibouti vraiment le même système qui prévalait en Tunisie avec Ben Ali et son épouse. C'est le même système népotique qui aujourd'hui prévaut à Djibouti. Abdelrazak, Absolument. vous essayez de dire que la France risque de perdre aussi Djibouti si elle continue sur cette voie. C'est ça dans le message que vous voulez envoyer. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui nous revient à nous du terrain et qu'on a beaucoup de mal à défendre donc, la version contraire, beaucoup de Djiboutiens aujourd'hui pensent que oui, notre pays est un soutien à la dictature djiboutienne. Et ça, c'est très difficile à faire évoluer et nous devons entendre ces messages qui nous proviennent des Djiboutiens. Et si nous devons demain vouloir construire et maintenir le pont qui existe entre nos deux peuples, cela passera forcément par un soutien qui est pour moi donc indispensable, dirigé vers les démocrates et aussi vers un soutien aussi de la société civile djiboutienne et rappeler à ces autocrates, aux héritiers de Ben Ali que le droit de l'homme est quelque chose qui est universel et qui doit être défendu par tout le monde. Merci Abdelrazak Guedi, juriste Abdelrazak Guedi. Merci Maître Zakaria. Maître Zakaria, Merci à pour vous. finir, un mot. Bah, je pense avoir tout dit, mais en tout cas, bah, essayons de garder l'espoir d'en finir avec ces régimes. Merci Maître Zakaria, merci journaliste Kevin et mon fils. Merci. Et à une prochaine émission. Merci encore. Merci. Merci encore. Merci. Merci.